podcast. Histoire d'animaux. Le castor, architecte des cours d'eau. Bonjour Jacques Trémolin. Bonjour Sylvain, ça va? Très bien, vous aussi? Oui. Dites-moi, vous savez un foule de choses sur les castors, Sylvain. Grâce à vous. Oh, oui, puis que tout le monde connaît. Qui se construisent des maisons sur l'eau, qui bâtissent des barrages pour maintenir leur eau au bon niveau, qui vivent en famille, etc. Oui. Alors, je vais essayer de trouver des trucs que vous connaissez pas. Ah. D'abord, comment la construit-il, cette maison d'une seule pièce, juste au-dessus du niveau de l'eau, et qui comporte toujours une cheminée pour renouveler l'air, et puis des accès débouchant sous l'eau pour servir d'issue de secours? Oui. Tout bêtement. En commençant par en bas, sous l'eau, une sorte de pyramide de branchage entrelacée. Il peut rester 15 minutes sous l'eau. Et puis, quand son tas de branchages et de bûches est bien fait, qui dépasse le niveau de l'eau, le castor, il y creuse tout bonnement une grotte dedans. Et la pièce est faite. Vous voyez, c'est tout bête. Oui, intelligent. Ensuite, il l'aménage, une cheminée pour la circulation de l'air, le toit tout ajouré par endroits, avec au contraire de la terre dans d'autres endroits pour boucher les trous à d'autres. La maison est faite, mais elle dépend évidemment constamment du niveau de l'eau. Oui. Alors ce niveau, on l'égalise. Alors c'est là qu'il est très astucieux. Des barrages en amont et en aval, si la maison est au bord d'une rivière, d'autres ici et là, mais très savamment établis si elle est au bord d'un étang. Et tout ça maintient, quoi qu'il arrive, l'eau au bon niveau pour que la pièce unique soit au-dessus et qu'on puisse y entrer ou en sortir en nageant, donc invisible. Tout ça a nécessité un travail énorme. Des grosses bûches qu'il fallait apporter pour les charpentes, par exemple. Alors là, le castor a tout prévu. Il coupe les troncs de bouleau avec ses grandes dents, juste à la bonne longueur, puis il creuse un canal où il fera flotter les bûches jusqu'au chantier lui-même. Il a inventé le flottage. Oui. Le toit de la cabane, entre les morceaux de bois, est comme cimenté avec de la terre, que le castor a pétri entre ses pattes de devant, qui ont 5 doigts, libres et très adroits, alors que les 4 doigts des pattes de derrière sont palmés et puis griffus pour nager, et puis griffus pour se battre. Alors sa grosse queue plate, la grosse queue plate du castor, qui n'a pas de poils. Oui, légendaire. On a longtemps cru qu'il s'en servait pour battre son ciment. C'était faux. Elle lui sert à rien qu'à exprimer sa colère. C'est tout? C'est tout. Quand un castor ballot avec sa queue, ça fait un bruit épouvantable qu'on entend à 1 kilomètre, et ça veut dire qu'il est furieux. Ah oui. Simplement. Ça a quand même une utilité, donc. Il creuse avec sa queue, lui. Sous la maison, il y a des fagots de petits bois qui trempent dans l'eau pour servir de provision pour l'hiver. Parce que le castor vit de l'aubier des petites branches où il y a plein de protéines. Et là-dedans, dans cette maison, il vit en famille. Monsieur et Madame Castor sont mariés pour la vie. En hiver, ils s'accouplent, sans grosse histoire. Et 2-3 mois plus tard, naissent de 2 à 8 petits. Alors lui, Père Castor, dès que les naissances approchent, il s'en va. Ah bon? Oui. Il s'installe dans une autre maison. Chaque petit castor pèse 500 grammes, 40 cm de long. Il têtera sa mère un mois, puis il commencera à ronger les fagots de bois qui sont sous la maison. Ah, il commence déjà, lui. Tout de suite, très vite. Oui. Mais l'important, c'est qu'il va rester 2 ans près de ses parents. 2 ans. Ce qui apporte peut-être une explication au fameux problème. Le fameux problème, c'est, les castors sont-ils intelligents ou simplement commandés par l'instinct? Oui, grand problème, oui. La mode aujourd'hui, c'est de dire que les castors obéissent seulement à des enchaînements d'actes instinctifs. On s'en tire par une pirouette, là. Oui, mais ça, c'est la grosse démonstration. On le démontre d'ailleurs très bien, en décrivant ces braves castors qui réparent ponctuellement un barrage, par exemple en pierre et en ciment, qui est au besoin de réparation. Donc c'est de l'instinct. Des castors qui ont été tués par la chute d'un arbre qu'ils abattaient. Et ça, la démonstration suffit, alors. Et oui, seulement je crois qu'il s'agit d'un faux problème. Instinct, intelligence, qu'importe. Les castors sont ce qu'ils sont,
c'est déjà pas si mal. Le seul fait, par exemple, des castors de la vallée du Rhône, qui après des années, des dizaines d'années, près d'un siècle de chasse, étaient obligés de se terrer, qui avaient tout oublié de l'art de faire des maisons, des barrages, qui vivotaient en sauvages terrifiés dans des grottes. Ces castors, en 18 ans exactement, de 1935 à 1953, je vous l'expliquerai demain, ont tout réappris de ce que savaient faire leurs aïeux. Tout, mais pas plus. Ah oui. Tout ça prouve bien qu'ils ont leur forme d'intelligence, l'éducation qu'ils prennent auprès de leurs parents, leur forme d'intelligence à eux, différente de la nôtre, comme de celle des fourmis ou des éléphants, mais qui leur permet à eux de survivre et à leur espèce d'en faire autant. Ce qui fait que le problème instinct-intelligence est un faux problème. Les histoires d'animaux de Jacques Trémolin, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcastaupluriel.ina.fr.